Je suis pas en train de baisser les bras, mais pas loin de baisser les bras. Et là, Emmanuel Chin me dit, j'ai un job, et celui-là, franchement, c'est pas possible que tu le refuses. C'est une idée d'Éric Toledano et Olivier Nakache, qui est de produire une émission par rapport au magazine papier Le Papotin, qui est une rédaction d'une cinquantaine de journalistes neuroatypiques. Ça existe depuis plus de 30 ans, ils font un travail remarquable, et ils ont eu l'idée de capter ça pour en faire une émission de télé. Et là, je me dis, mais c'est complètement fou, parce qu'il ne pourrait pas y avoir de meilleur job pour moi. Alors, je m'appelle Florence, je travaille dans la mode à New York et maintenant je produis une émission de télévision avec des adultes neuroatypiques. Alors Florence, on va commencer par retracer ton enfance. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu es née et où est-ce que tu as grandi? Je suis née près de Paris et j'ai grandi à Garches dans le 92. Tu as grandi dans quel milieu, cadre de vie? Tu étais plutôt issue d'une famille aisée, classe moyenne? Je pense que j'étais dans une famille plutôt aisée, oui. Pourquoi? Dans quel cadre de vie tu as eu la chance par exemple de Parce grandir? qu'on partait en vacances au ski l'hiver et qu'on allait aussi l'été, enfin je veux dire on prenait des vacances, on n'était pas... Je pense pas qu'on roulait sur l'or du tout. Mais je pense qu'on avait quand même un style de vie qui était plutôt aisé et bourgeois. Tes parents, on va en parler maintenant. Lorsque j'ai lu ton livre, j'ai eu l'impression qu'ils ont toujours un peu essayé de te donner l'apparence de la petite fille parfaite, que tu aies une éducation un peu exemplaire, une belle apparence. Est-ce que tu as eu ce ressenti-là? Et si c'est le cas, comment est-ce que tu l'as vécu d'essayer toujours aux yeux des autres d'être un peu la petite fille parfaite? Mes parents ont vraiment essayé de nous éduquer de façon très classique. Il fallait qu'on rentre dans le moule, il fallait qu'on soit habillé d'une certaine manière, qu'à table on se comporte d'une certaine manière, il fallait qu'on aille à la messe. Donc je pense que pour eux c'était très important. Et du coup moi en tant qu'enfant je vivais ça comme la normalité en fait. Je pense que quand on est enfant on ne remet pas vraiment en question les choix d'éducation. C'est plus tard, beaucoup plus tard, que j'ai compris qu'il y avait vraiment une envie très 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 forte d'appartenir, de se conformer, de respecter tout à la lettre, parce qu'en dessous, en creusant un peu, on n'était pas une famille normale. Et quelles valeurs tu dirais qu'ils t'ont transmises, tes parents? Les valeurs c'était complètement à côté de la plaque. Il fallait être mince, c'était très important la façon dont on était habillé. Je me souviens que mon père me demandait très souvent, quand on avait des amis qui venaient à la maison, mais que font les parents? C'était très important que les parents aient fait des études, polytechniques de préférence, c'était très important. Si les parents avaient une particule, c'était vraiment super bien. Donc je pense qu'on avait des valeurs qui étaient un peu à côté de la plaque. Ouais. Et toi, donc, tu es la seconde fille de la famille. Et ton père, lui, il aurait préféré avoir un garçon. Est-ce que tu as senti un petit peu cette déception dans la relation, par exemple, que tu as eue avec lui quand tu étais petite et même en grandissant, que tu n'étais pas vraiment ce qu'il aurait espéré avoir à ta naissance? Alors, non seulement j'ai senti que mon père était très déçu que je ne sois pas un garçon, mais en plus, il me l'a dit toute ma vie. Donc, c'était pas nous, dans notre famille, on n'était pas vraiment dans le non-dit. Notre père avait été déçu que ma grande sœur soit une fille. Très déçu, mais c'était un très joli bébé, c'était une sorte de petite poupée parfaite, etc. Donc il y avait quand même quelque chose qui rachetait, de l'ordre de l'esthétique, quelque chose qui rachetait, et puis c'était la première qui prouvait qu'il avait été capable de faire un enfant, donc il y avait quelque chose de l'ordre un peu du miracle aussi, qui faisait que pour ma sœur, il n'y a pas une déception immense. Moi, j'étais une immense déception. Je n'étais pas très jolie quand j'étais enfant, vraiment, je pense que j'étais un bébé un peu ingrat, et j'avais un problème de malformation des hanches, qui faisait qu'en plus je portais un bassin d'abduction, un truc qui est vraiment pas du tout glamour sur un bébé. Et donc oui, voilà, papa m'a vraiment dit toute mon enfance que si seulement j'avais pu être un garçon, oui, tout aurait été pas arrangé, mais que ça aurait été vraiment, vraiment nettement mieux pour lui. Et tu as vécu correctement avec, ou est-ce que ça t'a quand même pesé dans ton enfance et même en grandissant? Je pense qu'en grandissant, j'avais pris mon parti j'étais très très proche de ma mère et pas très proche de mon père, et c'était juste... On était dans une famille très bizarre, donc dans laquelle c'était ok de donner ses préférences. Ma grand-mère avait une nette préférence pour moi, mon grand-père avait une nette préférence pour ma sœur, mon père avait une énorme préférence pour ma sœur, maman était plus proche de moi, mais le montrait pas autant. Donc les préférences, c'était vraiment un sujet de conversation. C'est bizarre aujourd'hui de dire ça, donc enfant... Je pense que je trouvais que c'était bizarre, mais c'était comme ça. C'est en grandissant, c'est vraiment plus tard. C'est après avoir eu moi des enfants,
je me suis dit, mais c'est quand même très bizarre, cette façon dont mon père préférait ouvertement ma sœur. Et est-ce que par rapport à ta sœur, ça a déjà fait naître chez toi une certaine peut-être jalousie de voir la relation qu'elle avait avec ton père, qu'elle était un peu vraiment voulue pour le coup, ou comment est-ce que tu t'entendais avec elle? Est-ce que ça a eu un impact sur ta relation avec ta sœur? Je pense que dans mon expérience, le fait que ma sœur soit adulée par mon père, moi la façon dont ça s'est traduit pour moi, c'est que ma sœur est devenue une déesse. Moi aussi, ma sœur, il y a personne au monde que j'aime plus, que j'admire plus, que je trouve plus cool. C'est comme si j'avais encore 12 ans et qu'elle avait encore 14 ans et que je la regarde comme cette ado absolument sublime et très rock'n'roll. Moi, là, j'ai gardé ça tout le temps, en fait. Il n'y a pas du tout eu ni de jalousie, ni de compétition. En plus, on n'était pas du tout dans les mêmes domaines et on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt. Mais donc, je ne suis pas du tout partie sur une crise de jalousie à son égard. C'est plus, j'ai embrassé le délire paternel. C'est que ma sœur est une déesse, déesse vivante. Je reviens sur toi et ta personnalité, notamment quand tu étais petite. Comment est-ce que tu te décrirais en tant qu'enfant? Tes traits de caractère, tu étais quel type d'enfant? Quand on parle de mon enfance et de mon caractère d'enfant, ce qui est vraiment drôle, c'est que les premiers mots qui me viennent, c'est les mots de mon père. Donc là, j'allais dire, j'étais complètement caractérielle quand j'étais enfant. Mais je pense que j'étais plutôt... je pense que j'étais sage. J'étais très bonne élève, je voulais bien faire, il fallait vraiment que j'ai les meilleures notes. Je me mettais vraiment une pression mais monumentale pour être l'enfant parfaite. Donc ça, je pense que c'était vis-à-vis de l'extérieur. Dans la famille, à mon avis, j'étais une enfant compliquée. J'étais une enfant compliquée, je supportais pas bien les repas à table. J'avais vraiment plein de phobies. Le personnage de Fleur, en ça, on est vraiment très proches. C'est que j'avais vraiment plein de problèmes, les bruits de bouche. C'était un cauchemar pour moi d'être à table et d'entendre des gens mastiquer. Spécifiquement mon père. Mais donc, je pense que j'étais aussi sage et petite fille parfaite à l'extérieur que en colère et difficile à vivre à l'intérieur. Et tu penses savoir pourquoi est-ce que tu étais en colère? C'était juste un trait de caractère comme ça ou est-ce qu'il y avait une raison précise? Peut-être quelque chose que tu essayais de combattre en toi ou je ne sais pas. Alors je pense que si j'étais en colère enfant, très en colère, je pense que j'héritais. Alors moi je crois beaucoup dans des trucs pas ésotériques mais presque de cet ordre-là des transmissions d'inconscient à inconscient. Je pense que j'héritais beaucoup de la colère de mon père et de ma mère. Je pense qu'il y avait ce climat à la maison et que comme souvent les enfants, je m'en imprégnais et que donc c'était pas vraiment ma colère à moi. Hein. Je pense que ça allait à peu près ma vie. J'étais pas. Ma sœur me disait tout le temps, enfant, c'est vrai, ils nous ont pas battus ou violés. Non, ils nous ont pas battus ou violés. Mais je pense que j'héritais d'une colère qui était là et qui était là avant moi. Quand tu dis la colère de tes parents, c'est qu'ils se disputaient beaucoup devant vous, par exemple? Alors oui, alors ça vraiment oui. Mais je pense que ça c'était le lot commun des enfants dans les années 80-90. On pouvait vraiment se disputer devant ses enfants, c'était complètement normal. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les parents ont compris qu'ils font ça un peu discrètement, mais à l'époque, je crois que c'était monnaie courante de vraiment se mettre complètement sur la gueule en public, devant les enfants. Et donc je pense que eux, c'est un peu la même chose. Leur colère leur venait de très loin. Je pense que ma mère et mon père n'avaient pas eu des enfances très faciles. Et donc je pense qu'ils n'avaient pas digéré des traumas profonds, vraiment des choses très graves. Et que voilà, tout ça s'était un peu enfoui, mais néanmoins on le sentait, ça transpirait. Et tes passions alors, quand tu étais jeune, je change de sujet. Est-ce que tu avais des passions, des choses qui t'animaient quand tu étais petite? Oui, je pense que vraiment j'ai une grande passion quand j'étais jeune, c'est la lecture. Donc je lisais énormément, je pense que oui, à partir de... même avant un peu l'adolescence, vers 12-13 ans, je me suis mis à beaucoup lire. Et je faisais pas de sport. Bon, de toute façon, avec mes hanches de travers, j'avais une dispense à vie. Donc je faisais pas de sport et j'étais pas spécialement... l'art, la peinture, le dessin, la sculpture, ça, c'était pas ce qui m'inspirait. Ma sœur était très forte là-dessus. Moi, c'était vraiment lire. Et j'ai des souvenirs de prendre un livre et d'aller m'installer dans un coin et de passer mes journées avec un livre et voilà, c'était vraiment ma passion. Et tu avais une idée de métier quand tu étais petite, quelque chose que tu avais envie de faire? Oui, je pense que j'ai voulu être archéologue un peu comme tout le monde. Pareil, il devait y avoir une mode dans les années 80. Je pense que ça devait être les cités d'or, la Esteban Zilla, tout ça. J'ai voulu être archéologue et puis je crois que je voulais être maman aussi. Et je voulais absolument travailler.
C'était hors de question que je sois femme au foyer. Ma mère était femme au foyer pour la plus grande partie de sa vie et j'avais l'impression que c'était pas un truc qui marchait du tout. Donc je voulais pas être femme au foyer, je voulais travailler, mais je pense que je voulais aussi être mère. Ouais, il y avait ça, il y avait ce désir. Et alors l'école, maintenant on va passer à ce sujet. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as été une bonne élève? Est-ce que tu as apprécié aller à l'école? Oui, j'étais une très bonne élève. Je faisais tout, je faisais en sorte que ça marche pour moi. J'ai sauté une classe avant le CP, donc j'étais toujours la plus jeune. J'étais toujours la plus jeune et j'étais très attachée à ce statut. Genre, je suis la plus jeune, j'ai des bonnes notes. J'avais un peu, mes parents aimaient beaucoup dire à leur entourage que j'étais une petite fille qui marchait très bien à l'école. Et donc, je m'étais un peu agrippée à cette identité en me disant, bon, ma sœur est sublime, soit, mais elle fait du sport, elle est incroyable. Mais moi, je vais être une intello vraiment, mais hardcore, quoi. Et je pense que, oui, le fait que ça marche bien à l'école, pour moi, c'était super important. Et alors, pendant ta scolarité, tu as fait un peu de mannequinat. Tu parlais notamment que c'était important pour toi que c'était important pour tes parents d'être mince. J'imagine que ça découle peut-être de ça, cette activité que tu as eue quand tu étais jeune. Est-ce que tu peux me parler de ça? Comment ça s'est présenté à toi? Comment tu l'as vécu aussi? Est-ce que tu as apprécié? Alors oui, donc quand j'étais jeune, j'étais très, 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 très fan d'une de mes amies de plage, de Guétari, sur la côte basque, qui s'appelle Mathilde, et qui faisait du mannequinat dans une agence. Et je trouvais que c'était la chose la plus incroyable, vraiment, de voir mon amie à l'abribus ou dans le métro sur des publicités. Je trouvais que c'était vraiment dingue. Et donc j'ai tanné mes parents, qui étaient très opposés à ça, très opposés à cette idée, parce que ça allait prendre du temps sur l'école, et puis je pense qu'il y avait aussi un peu cette idée de ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, vraiment, de faire de la réclame. J'entends encore mon père. Et donc, avec ma sœur, on a insisté. Ils ont fini par accepter. On s'est inscrit dans la même agence que Mathilde. Et ce qui est drôle, c'est que ma sœur, qui était vraiment une petite fille spectaculaire, elle n'a pas du tout aimé faire ça. Elle a trouvé que c'était vraiment trop... c'était se forcer à faire quelque chose qu'elle n'avait pas envie de faire. Et donc, je pense qu'il y avait beaucoup de demandes pour ma sœur qui n'avait pas du tout envie. Et moi, qui étais une petite fille mignonnette, mais pas du tout spectaculaire, j'adorais faire ça. J'adorais qu'on m'habille, qu'on me maquille, qu'on vienne me chercher. Donc, j'ai adoré. Alors, vraiment, c'était navrant. Hein. Je faisais des catalogues de la Redoute. C'était pas du tout du grand art. Mais j'aimais beaucoup ça, ouais. Et je pense que ça rachetait un peu quelque chose pour moi, le fait que ça marche pour moi dans cette agence. Je trouvais que finalement, papa avait peut-être tort. J'étais pas si horrible à regarder, enfin j'exagère, mais je trouve que ça rachetait quelque chose. Ouais. Ça a duré de 9 à 13-14 ans, après j'ai eu des bacs, c'était fini. Et puis j'étais trop petite. Donc après ton bac, tu vas décider d'entrer en école de commerce. Est-ce que tu peux me le dire et m'expliquer pourquoi est-ce que tu as fait ce choix d'orientation? Après le bac, j'ai décidé de tenter ma chance dans une prépa HEC puis une école de commerce. Vraiment, mais complètement, parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie. C'est à l'époque, je sais que ça a changé aujourd'hui, Dieu merci, mais on n'était pas orienté. Si on allait voir un conseiller d'orientation, c'est que vraiment on avait un énorme problème. Donc on n'était pas orienté, et quand on avait des bonnes notes, on faisait soit une prépa, soit on allait à Sciences Po direct si on pouvait. Il se trouve que j'ai pas eu la mention très bien, ce qui était le sésame pour Sciences Po, donc j'ai pas été à Sciences Po. Rétrospectivement, vraiment, ça aurait été l'école de mes rêves, mais j'ai fait une prépa et comme j'ai travaillé de façon acharnée, mais vraiment comme une psychopathe pendant 1 an, je suis rentrée à HEC au bout d'1 an. Je mettais mon réveil à 6h, mais je travaillais de 6h du mat à minuit tous les jours, quoi. Je travaillais comme une dingue. Donc voilà, il se trouve que j'ai beaucoup aimé la prépa, le côté culture G, philosophie, ça s'appelait culture G, je crois, les cours, mais tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis arrivée à HEC et ça m'a pas plu du tout. Ça m'a pas plu, le commerce, ça m'intéresse pas, la comptabilité, la finance des marchés, tous ces cours très concrets. Et puis il y avait plus vraiment d'art, il y avait plus les cours qui m'intéressaient, qui étaient à Sciences Po. Donc c'est une super école, hein, si on veut faire du commerce. Je pense qu'il n'y a pas mieux hein, en France, mais c'était vraiment pas pour moi. Donc c'était une énorme erreur d'aiguillage. Donc tu as fait cette école pour la finir et te dire j'ai fait HEC, mais tu ne visais pas un métier en particulier en lien avec le commerce? Non, je pense que c'était vraiment l'image. J'ai eu cette école, j'ai eu la chance d'avoir HEC. Je suis arrivée dans cette école sans savoir ce qui allait s'y passer. Il faut vraiment être très mal préparé mais c'est vrai que j'ai découvert les cours à la rentrée en me disant mais ça va pas du tout. J'en ai parlé à mes parents qui m'ont dit mais c'est hors de question que tu changes de voie. Je pense que c'était un sacrifice financier pour eux, c'était un miracle que je l'ai en 1 an. Enfin, il n'y avait pas de discussion possible, je restais dans cette école. Mais je leur ai dit très vite, c'est pas du tout pour moi. L'erreur d'aiguillage, elle vient aussi d'une journée porte ouverte
au lycée Florent Schmitt, qui a été rebaptisé Alexandre Dumas à Saint-Cloud, où des parents d'élèves venaient nous raconter leur métier. Et donc, il y avait les sages-femmes, il y avait les flics, et il y avait des gens qui représentaient les écoles de commerce. Et j'avais entendu, c'était même pas vraiment moi qui venais voir l'école de commerce, mais j'étais avec une copine qui s'intéressait à ce stand. Et j'entends dire le parent, avec une école de commerce, ce qui est super, c'est que tu t'emmerdes un peu pour rentrer, mais ensuite, toute ta vie, tu te fais aucun souci. Moi, cette phrase, elle m'avait complètement... Mais je m'étais dit, mais c'est ça que je veux, en fait. Je veux avoir aucun souci dans ma vie. Je sais pas, c'est une formule qui m'a tellement marquée que je me suis dit, voilà, moi, je vais faire une école de commerce, je vais rentrer dans la meilleure et j'aurai plus jamais de soucis dans ma vie. Comme quoi, il faut faire super gaffe à ce qu'on dit dans les salons étudiants ou dans les journées portes ouvertes, parce que vraiment, cette phrase m'a complètement déroutée, on va dire. Donc, je pense que je dois beaucoup, cette erreur de parcours, je la dois entièrement à ce salon de l'étudiant, à cette journée porte ouverte de Florent Schmitt. Malgré le fait que tu n'apprécies pas tant que ça les cours, il y a quand même une chose positive qui va se passer pendant tes études supérieures, c'est que tu vas faire une année de césure. Et que grâce à cette année de césure, tu vas faire un voyage humanitaire. Alors raconte-moi, comment est-ce que tu as été amenée à faire ce voyage? Qu'est-ce que tu as fait? Oui, donc on avait la possibilité de faire des jeunes managers ou des vieux managers. Donc jeune manager, c'est une césure entre la première et la deuxième année. Et un vieux manager, c'est une césure entre la deuxième et la troisième année. J'imagine que la terminologie a complètement changé, mais à l'époque, j'avais dit de faire un vieux manager, parce que j'avais toujours été la plus jeune. J'avais bien compris que si je sortais de l'école trop tôt, ça serait pas super, ça serait pas... Je pense que par rapport au diplôme, ça valorisait pas spécialement mon diplôme. Bref, je m'étais dit, je vais faire une année de césure. Et j'avais appelé mon oncle, qui était dans une boîte d'immobilier, et je lui demandais un stage à Londres, en fait. Un stage à Londres dans l'immobilier. Et plus ça se rapprochait. Pourquoi? Parce que c'était facile. Parce que c'était la famille, parce que je connaissais personne. Et puis je parlais super mal anglais. Donc je m'étais dit, solution de facilité, j'appelle mon oncle. Et il me dit, bien sûr, le bureau de Londres va te prendre et tu vas vendre des super belles maisons à des princes au fin fond de la campagne anglaise. Et plus ça se rapprochait, je pense que l'erreur d'HEC, de ce premier aiguillage un peu foiré, tout d'un coup, ça m'avait quand même mis une petite alerte en tête. Plus ça se rapprochait, plus je me disais, j'ai aucune envie de faire ça. Et là, une amie rentre d'un voyage en Haïti, me montre ses photos, des bonnes vieilles photos imprimées, comme on disait à l'époque, dans un album. Et elle me dit, oui, je travaille dans un orphelinat, dans telle organisation. Et je me dis, mais c'est incroyable, c'est exactement ce que je veux faire. Donc très peu de temps avant mon stage, je pense que quelques semaines avant mon stage, j'ai cherché, la maison mère était en Inde. Je me suis dit, voilà, il se trouve que mon père faisait du business avec un Indien. Donc je me suis organisée à la dernière minute pour faire un stage en Inde, dans une organisation où j'étais supposée m'occuper, dans un orphelinat, de faire de la paperasse. Parce que je trouvais... un juste milieu. Je suis en Inde, mais j'ai un métier dans un bureau, ça va le faire. Et quand je suis arrivée en Inde, avec mon ami, on était deux à faire cette césure ensemble. Et quand je suis arrivée en Inde, on est arrivés en Inde toutes les deux, ce job-là n'était plus disponible. Donc l'organisation nous a donné un autre job un peu à l'arrache et on s'est retrouvés au milieu d'un bidonville musulman qui s'appelle Nizamuddin, construit sur le bord d'une rivière à Delhi, à s'occuper donc d'enfants qui étaient handicapés mentaux et physiques. Et en arrivant, ça a été une claque, mais phénoménale, ça décrit même pas, quoi. Une claque presque insurmontable, où on a très vite dit, mais en fait, ça va pas le faire, parce qu'on a zéro compétence. On ne sait pas faire de la rééducation, on ne sait pas faire, on n'est pas prof, on n'a aucune façon de vous aider, quoi. On ne sait pas quoi faire. Et c'est une organisation où ils prennent le parti de bien vous laisser trouver votre propre voie, on va dire. Et pendant quelques semaines, jours, on a vraiment galéré, même souffert. Et puis c'était record historique de chaleur, il faisait vraiment une chaleur de bête, il n'y avait pas d'électricité, donc il n'y avait pas évidemment de clim, mais même pas de ventilateur, il n'y avait rien. Et le bidonville était construit sur une décharge un peu, donc en fait il y avait les odeurs en décomposition. Franchement, c'était un gros challenge pour nous les Parisiennes qui débarquions d'un milieu plutôt confortable en comparaison. Et c'est passé un truc magique, c'est qu'au bout de quelques temps, quand on commence à comprendre, parce qu'on a observé un peu, quand on commence à comprendre, donc tel enfant à telle heure fait souvent une crise, mais on peut l'éviter en faisant tel jeu juste avant, ça le calme, ça l'apaise, ou à ce moment-là, il y a souvent des problèmes, ou pour les nourrir, on repère les moments où on peut vraiment intervenir et améliorer le confort, la vie des enfants. Et donc ça devient complètement génial, ça devient incroyable. Et
Et donc je pense qu'au début, ils doivent voir beaucoup de volontaires passer et ils se disent on va pas perdre du temps à former tout le monde, il y en a qui vont partir nécessairement, etc. Mais quand on reste un peu, on finit par créer des liens aussi avec les personnes qui tiennent l'orphelinat et qui commencent un peu à nous prendre au sérieux, on va dire peut-être dans notre envie d'aider, et donc qui nous donnent un peu des choses à faire et qui commencent à nous former un peu comme ça à l'arrache, mais quand même. Et voilà, je peux dire, j'ai 47 ans et j'ai bossé depuis à peu près ton âge, 23 ans, 22 ans, 23 ans. J'ai pas eu de job plus intéressant dans ma vie ou plus satisfaisant dans ma vie que ce job qui était tellement dur. Mais je ratais pas un jour, pas une minute. J'y venais même les week-ends si c'était OK, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience. Et ce que tu as aimé particulièrement, c'est travailler avec des enfants et des personnes en situation de handicap. C'est surtout ça qui t'a marqué? Oui, il se trouve que j'ai découvert, parce que je ne le savais pas à l'époque, dans ma famille, j'avais pas d'enfants autour de moi avec un handicap, mais j'ai découvert que j'étais vraiment que j'appréciais beaucoup la compagnie d'enfants neurodivergents. Il y avait des enfants qui étaient trisomiques, il y avait des enfants qui étaient dans le spectre de l'autisme, c'est sûr. Il y avait toutes sortes de handicaps physiques aussi, beaucoup d'enfants qui avaient la polio ou qui avaient des malformations physiques importantes. Mais il se trouve que vraiment ce qui m'a le plus marqué de cette expérience, c'est le fait que j'avais une entente, pas immédiate, mais j'avais vraiment une grande proximité, une facilité à communiquer ou à passer du temps avec des gens neuroatypiques. Et est-ce que déjà à ce moment-là, tu avais l'envie de travailler avec des personnes atypiques, comme tu dis, plus tard, même en rentrant de ce voyage, ou est-ce que pour toi c'était vraiment une parenthèse de voyage et tu ne pensais pas encore à avoir plus tard un métier en lien avec ça? Alors à l'époque, j'avais pas du tout le sentiment que ça serait ma carrière et que j'allais travailler dans le milieu du handicap. Enfin, pour moi, c'était vraiment une parenthèse, une expérience, tout le package, quoi. L'Inde, travailler dans un bidonville, dans un orphelinat avec des enfants neuroatypiques, enfin tout ça, c'était vraiment une parenthèse. Il se trouve que j'y prenais un plaisir immense, contre toute attente, mais je pensais vraiment pas que c'était une possibilité de carrière. Je pense qu'il y a un truc aussi qu'on apprend à HEC, c'est que il faut gagner sa vie, il faut faire des choix qui... Je pense que j'ai presque été, c'est pas sympa de dire ça, mais presque été brainwashée à HEC. Et c'était pas une carrière envisageable parce que c'était pas une carrière où j'allais gagner ma vie. C'était là, je faisais du bénévolat. Peut-être qu'en France, j'aurais pu être EduxP, mais pour moi, c'était pas une voie possible, quoi. Il fallait vraiment que j'intègre un grand groupe, que j'ai une position stable, une carrière, que je monte les échelons. Enfin, j'avais tout un délire qui était extrêmement loin du travail que j'aurais pu faire dans des conditions similaires en France. Et ce côté carriériste que tu avais, tu le tiens d'où? De l'éducation que tu as eue, ou peut-être de HEC, la façon dont on t'a formaté, ou même toi, juste l'idée de je veux bien gagner ma vie, je veux que les gens, quand je dise mon métier, ils soient en mode waouh, c'est incroyable ce que tu fais. Enfin, d'où est-ce que ça devient ce côté carriériste? Je pense que cette envie de faire une carrière, c'est un mélange de plusieurs choses. C'est un mélange de l'envie de mon père de réussir socialement, qu'il avait plus ou moins, il avait fait du business toute sa vie, mais il n'avait pas fait une grande école, et c'était vraiment un complexe, il en parlait sans arrêt. Il avait fait une école de commerce, mais pas du tout prestigieuse, il en parlait beaucoup. Et le fait que je fasse HEC, c'était vraiment, pour lui, enfin, une raison d'être très très fière. Et donc il y avait ce désir de mon père vraiment de faire une carrière, de faire quelque chose de très sérieux et de socialement valorisé, ça. Et je pense qu'effectivement, à HEC, j'ai pas pris tellement de recul, mais vraiment, peut-être que ça a changé aujourd'hui. Mais en tout cas, à l'époque, la voie, c'était de faire de la finance, de faire du marketing, de faire du conseil, mais de faire quelque chose qui était rémunérateur. C'était un peu la base. Donc arrive le moment où tu dois revenir de ce voyage, tu termines tes études, et finalement, l'univers professionnel que tu vas intégrer, c'est celui de la télévision. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que, après ce voyage, en finissant tes études, tu es allé vers ce milieu-là? Par quoi est-ce que tu as commencé? Alors, après mes études, donc comme j'avais commencé par une bonne grosse erreur d'aiguillage avec cette école de commerce, j'ai continué pendant quelques années. J'ai fait presque un an chez Louis Vuitton, puis 3 ans chez L'Oréal. Un peu parce que ça se présentait à moi aussi et que j'avais pas cherché et que les opportunités se présentaient et que je trouvais ça super de même pas avoir à chercher un job et qui me tombe dessus. J'étais presque, j'étais étonnée et presque honorée. Donc j'ai fait ces jobs
en sachant pertinemment, mais au bout de, je ne sais pas, quelques semaines, peut-être jours, que ça n'allait pas du tout m'épanouir. Je pense notamment à L'Oréal, qui est une super boîte, hein, mais vraiment, j'ai très très vite compris, on fait un stage d'intégration, que la mayonnaise n'allait pas prendre avec moi. Je voyais les autres camarades de ma promo, on va dire, entre guillemets, qui rentraient chez L'Oréal et qui trouvaient tout formidable et qui étaient vraiment à bloc. Et moi, je participais à toutes les activités en me disant « Waouh, c'est pas du tout ce que je veux faire ». Et c'est un côté grisant parce qu'on vous confie des responsabilités. J'avais une marque de coloration capillaire à gérer, des packaging à faire, des pubs, j'allais au labo, je comparais des produits. Enfin, c'est vraiment, ils font un truc incroyable chez L'Oréal, c'est qu'ils vous donnent des responsabilités très jeunes, très tôt. Et moi, j'avais envie de leur dire, mais les gars, faut pas du tout faire ça, quoi. Vraiment, ne me laissez pas en charge de quoi que ce soit. D'ailleurs, je me souviens d'un packaging où j'avais fait une faute parce que je devais relire et qu'il avait déjà été imprimé à 100 000 exemplaires, puis j'avais fait une faute d'orthographe dessus. Je sais pas si c'était la liste d'ingrédients, donc je pense que c'était plus grave, c'était carrément sur le devant du packaging, j'avais fait une faute d'orthographe. Et donc, c'est une énorme erreur et ça avait des coûts parce que c'était imprimé à l'usine et tout. Et je me souviens de dire à ma boss, mais vous êtes dingue de me laisser faire ça. Enfin, faut pas me laisser ces responsabilités. En gros, j'étais pas assez intéressée par le sujet de la beauté. Enfin, l'âge que j'ai encore jamais fait de coloration capillaire. C'est pas mon truc. Donc, j'avais tout le temps envie de leur dire, et d'ailleurs, je l'ai dit plusieurs fois à des entretiens de fin d'année, franchement, ça m'intéresse pas du tout ce job. Et je comprenais pas pourquoi ils me laissaient pas partir. Mais si, tu vas voir. Je pense qu'il y avait un peu de fierté aussi, ça va marcher, on va y arriver. Cette boîte, c'est le Graal pour tout le monde. Et en fait, non, pour moi, c'était pas pour moi ce job. Et au bout de 3 années de discussions comme ça, un peu de fin d'année, en leur disant, je pense que vraiment ça va pas le faire. La 3e fois que j'ai dit à ma boss, elle s'appelle Marion Pugeot-Valentin, et la 3e fois que je lui dis, je crois que ça va pas le faire, elle me dit, oui, je crois que vraiment c'est pas, c'est pas ton truc. J'ai quand même essayé 3 ans. Et du coup, je trouve dans l'Annuaire des Anciens, qui est quand même le truc le plus important quand on fait une école de commerce, l'Annuaire des Anciens, la Bible, je trouve qu'il y a Emmanuel Chin qui a commencé une super carrière à la télévision. Il se trouve qu'il a aussi fait HEC donc, et qu'il a aussi fait une carrière chez Danone pour commencer, je crois. Et donc on a beaucoup de points communs. Et je me dis vraiment, la télé, c'est ça qui me fait rêver, j'ai envie de raconter des histoires. En fait, c'est dans un avion en rentrant d'Inde. Donc j'y étais 7 fois quand même. Après ma première expérience en Inde, j'y étais 7 fois, donc tous les ans je repartais en Inde. Et une fois en rentrant, j'étais assise à côté de quelqu'un qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous voudriez faire dans votre vie ?» Et j'avais répondu à cette dame « J'aimerais bien raconter des histoires, j'aimerais bien être journaliste. » Bref, une espèce de conversation d'avion complètement anodine. Et puis quand je me mets à réfléchir très sérieusement, je me dis vraiment c'est ça, c'est la télévision, le journalisme, raconter des histoires. Je cherche l'Annuaire des Anciens, je trouve Emmanuel Chin, je lui envoie une lettre en lui disant « Je fais une promotion sur moi-même, je suis complètement gratuite pendant 6 mois, prenez-moi en stage, j'ai très envie de faire ce métier. » Et il me prend en stage et au bout de 6 mois, un job, quelqu'un démissionne, je ne sais plus ce qui se passe exactement, bref, il y avait une opportunité, donc il m'a gardée après ce stage de 6 mois. Et je bosse, donc j'ai travaillé pour lui de 2003 à 2010, et là de nouveau, maintenant je travaille de nouveau pour lui, donc c'était un bon... le trouver dans l'Annuaire des Anciens, c'était vraiment un moment déterminant dans ma carrière. Et dans la télévision, tu as été rédactrice en chef à un moment donné. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que tu as vécu ce poste? Est-ce que tu as apprécié au final, toi qui voulais travailler dans la télévision, est-ce que ça a été à la hauteur de tes attentes? Le premier job qu'Emmanuel Chin me file, c'est une émission qui s'appelait Le Cercle des Sciences sur Paris Première, présentée par Claude Allègre, ancien ministre. Et il interviewait des scientifiques. Donc je me souviens très bien d'une émission avec Pierre-Gilles Degène sur la matière molle, où j'étais supposée préparer, et puis j'étais aussi à l'oreillette avec Claude Allègre pendant l'émission, et je ne comprenais rien de ce qu'il disait. C'était un espèce d'immense moment de solitude, parce que j'avais préparé, je ne comprenais pas très bien le sujet de la matière molle, on était supposé vulgariser. Mon Dieu merci, c'est une émission que personne ne regardait, donc ça n'avait pas de grandes conséquences, mais la première émission, je me suis dit, waouh, c'est pas vraiment ce que je pensais faire, mais bien que le sujet, vraiment la science, un peu hardcore, n'était pas mon truc, je voyais bien que c'était là où je voulais être quand même, que ça allait m'emmener au bon endroit. Donc je me suis bien accrochée, parce que la première expérience, c'était face nord, quoi. C'était commencer par quelque chose de pas très facile. Donc comme tu l'as dit, tu as
enchaîné un petit peu les années dans la télévision et vient le moment où tu vas partir pour New York. Alors explique-moi pourquoi, qu'est-ce qui a fait que tu as quitté la France? Donc après peut-être 7-8 années à produire des émissions diverses et variées, plus ou moins réussies, comme souvent ça arrive, je suis mon mari qui décide de partir à New York pour son boulot. C'est pas une décision facile du tout parce que j'aimais vraiment bien ce que je faisais dans mon travail. Et puis de toute façon, j'aime pas du tout suivre. L'idée de suivre, c'est vraiment un très gros problème. J'aime pas suivre dans un musée la personne qui vous explique les tableaux. J'aime pas suivre dans la vieille ville de Jérusalem le guide qui vous explique. J'aime pas suivre. Et du coup, suivre mon mari, ça a été un gros problème. Et j'ai eu 1 ou 2 années vraiment de waouh, mais qu'est-ce que j'ai. New York a jamais été mon rêve. Moi, mon rêve, c'était l'Inde. Retourner en Inde. Donc, suivre et à New York, c'était vraiment plein de trucs qui n'allaient pas. Et je sais que c'est hyper ingrat de dire ça parce que tout le monde rêvait de New York à l'époque, mais il se trouve que je rêvais pas du tout de New York. Donc, 1 ou 2 années à me dire, mais qu'est-ce que je fous ici? C'est cette espèce d'immense ville qui a aucun charme. Enfin, vraiment, j'avais un gros problème d'adaptation. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai trouvé un job. J'ai trouvé un job dans une boîte de prod là-bas, que j'ai pas trouvé incroyable, mais qui m'a remis un peu dans une dynamique. Et puis à New York, il faut travailler, hein. C'est pas une ville pour les inactifs, tellement. Donc j'ai trouvé un premier job dans une boîte de prod, et puis finalement on m'a offert, ça m'est tombé un peu dessus par hasard, pas entièrement par hasard, mais on m'a offert le job de diriger une petite société de mode française qui s'appelle Bonpoint, donc qui avait, je sais pas, une 12aine de boutiques aux États-Unis. Et là, tout d'un coup, vraiment, je me suis dit, mais c'est complètement contre-intuitif, c'est drôle parce que je savais que le business, c'était pas pour moi. J'avais quand même fait une école de commerce, puis des expériences dans des grandes sociétés. Je savais que c'était vraiment pas moi. Mais femme d'expat à qui on offre un job intéressant, c'est vraiment une équation, c'est pas tous les 4 matins. Donc je me suis saisie de l'opportunité. Et dans un premier temps, je pense que c'était pas une mauvaise idée en fait parce que ça me permettait de... C'était presque acteur studio de patron d'entreprise. J'avais jamais fait ça. Il fallait que je sois à la hauteur, alors que clairement, je pense que j'avais pas les compétences. Donc, il fallait vraiment que je m'accroche, que je travaille beaucoup, que j'essaie de comprendre les chiffres. La comptable me mettait tous les matins un espèce d'énorme pavé de tableau Excel monstrueux avec les chiffres contre l'année dernière, les chiffres contre mon objectif, des tableaux costauds. Et moi, les chiffres, c'est pas tellement mon truc. Donc, il y avait ce côté de challenge, et puis trouver des idées pour communiquer sur la marque, trouver une stratégie de communication. Il y avait quelque chose de très excitant à essayer quelque chose de nouveau, même si le milieu n'était pas le milieu qui m'intéressait vraiment. Donc pendant 2 ans, je pense que vraiment j'ai aimé découvrir un milieu. Et puis ensuite, je suis restée 2 ans de trop. Je suis restée 2 ans de trop à me dire « Waouh, mais pourquoi je fais ça ?» Parce qu'en fait, dans ma tête, à l'époque, il y avait déjà un peu le milieu de l'autisme. Je me disais vraiment, je préférais vraiment... L'Inde revenait souvent en tête, et je me disais « Ouais, vraiment... » Et j'ai fait plusieurs formations aux États-Unis. J'ai fait 6 mois dans le Brooklyn Autism Center. J'ai fait un diplôme en ligne pour détecter les signes précoces de l'autisme. Donc vraiment, c'était tout le temps dans ma tête le fait que j'avais envie de travailler avec des gens neuroatypiques. Mais donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Et qu'est-ce qui a fait justement qu'à la fin tu t'es dit non mais là ce job dans la mode c'est plus possible, et même la vie à New York je ne supporte plus. Quels étaient les éléments de ces 2 côtés qui ont fait te dire stop, je retourne en France? Je pense que pour ce qui est de ce job, la façon dont ça s'est arrêté, ça a été vraiment très brutal. Un matin, je suis arrivée, je me suis dit j'ai aucune envie d'être là. Vraiment, je n'ai pas du tout envie de faire ça. Peut-être que vraiment c'est le genre de décision, exactement comme pour L'Oréal, qu'on ne prend pas du tout consciemment, mais un jour c'est fini. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez L'Oréal. Un soir après un photoshoot, j'ai été voir ma boss, cette Marion Pujo-Valentin, et je lui ai dit en fait je ne peux pas faire ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Elle m'a dit oui, bah, je comprends. Et bah, pareil pour Bonpoint, un jour j'ai appelé le boss, je lui ai dit écoute, en fait j'arrête. Pas du tout décidé, mais vraiment quelque chose qui mûrit très longtemps. Et puis tout d'un coup, un jour, ça sort, alors qu'on n'a pas vraiment décidé. Mais je pense que c'était le bon moment. Peut-être même 1 an ou 2 avant, ça aurait été super. J'aurais été moins lassée. Et pour New York, on avait vraiment fait le tour de la question. On voulait offrir
aux enfants une expérience dans une autre culture, c'était fait. Ils étaient devenus tellement acclimatés, en fait, qu'ils étaient devenus américains, les enfants. Et puis, il se trouve que j'avais mes 2 parents ici qui étaient malades. Donc, en fait, le retour était... la question ne se posait même pas. Oui, c'était vraiment très important qu'on rentre. Mon mari n'était pas dans le même timing, mais il a suivi en retour. Et dans la façon de vivre à New York, est-ce qu'il y a quand même des choses qui te plaisaient ou te déplaisaient? Est-ce que c'était uniquement le fait de quitter ton job et parce que voilà, la famille a fait que tu as souhaité rentrer, ou est-ce qu'il y avait quand même des choses dans la façon de vivre à l'américaine qui te disaient non mais ça ne me correspond pas? Oui, il y avait énormément de choses dans la façon de vivre aux États-Unis qui était super. Vraiment l'éducation des enfants, l'enthousiasme des profs, c'est vraiment... Mais quand on a connu ça, revenir en France, c'est difficile pour les enfants parce qu'ils vont tous les matins, c'est comme si on les envoyait au Club Med pour un cours de trapèze. Ils sont hyper contents d'aller à l'école. Donc oui, alors ça, l'éducation, et puis l'enthousiasme, pas seulement des profs, l'enthousiasme en règle générale. Vous parlez à des amis à New York du fait que vous avez envie de commencer une entreprise et vous pitchez un peu l'idée, etc. Ils vont tous vous dire « mais c'est génial !» mais fais-le, mais oui, mais c'est tellement bien, bien sûr, etc. La même idée, vous la pitchez à 2-3 amis ici à Paris, ils vont vous dire, non, mais attends, ça a été fait 1000 fois, c'est hyper dur ce milieu, non, mais laisse tomber, c'est trop. Donc, quand on est un peu de nature pessimiste, ce qui je pense est mon cas, les États-Unis, ça vous oblige, ça vous tord un peu le bras, vous êtes un peu, vous vous lancez parce qu'en fait tout le monde y croit, donc pourquoi pas moi. Et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien, ouais. Ça m'a fait beaucoup de bien. Mais après, je pense que New York, c'est pas une ville pour moi. C'est sûr que c'est pas une ville pour moi. Même Paris est un peu j'aime beaucoup Paris, mais c'est déjà une très grande ville pour moi. Donc New York, c'est tentaculaire et il y a cette espèce d'anonymat. Vous connaîtrez jamais personne. Ça va trop vite. Tout le monde est tellement occupé à arriver à devenir quelqu'un, à réussir, que je pense que la qualité de vie, l'art de vivre est complètement passé à la trappe. Il y a plus, d'ailleurs, j'avais perdu l'habitude pendant 8 ans, je ne déjeunais pas le midi. On prend un sandwich et on continue à travailler et on mange son sandwich. Faire un break pour le déjeuner, ça m'arrivait 1 fois par mois et c'était la folie, quoi. J'avais pris 1h30 le midi, c'était la folie. Oui, donc ça me manquait beaucoup l'art de vivre français. Faire des pauses, rencontrer des gens, s'intéresser. Là-bas, ils n'ont pas le temps. Et la première année dans cette boîte de prod où j'ai travaillé 2 ans, où j'essayais de proposer à des gens que je trouvais sympas de faire des breaks pour le déjeuner et de venir avec moi. Mais ils riaient, mes collègues. Ils disaient, mais pourquoi faire? En fait, on n'a pas le temps de s'intéresser à ses collègues, savoir... C'est pas la question, en fait. On n'est pas là pour ça. Donc vraiment, c'est une façon de vivre qui est déroutante. Et je pense que ça correspond très bien à des jeunes loups de la finance en début de carrière, à des gens qui n'ont pas d'enfants, qui ont vraiment super envie de faire du business, etc. Moi, c'était tellement loin de ce que je voulais. Et puis, j'avais 4 enfants. Et donc, vraiment, malheureusement, bien qu'il y ait cet enthousiasme incroyable et que l'éducation là-bas pour les enfants c'est imbattable, ça ne marchait pas pour moi. Donc, tu rentres en France et comme tu l'as dit, depuis plusieurs années, tu repensais à l'Inde et à l'envie de travailler avec des enfants en situation de handicap, ou en tout cas des personnes en situation de handicap. Et tu vas finir par y arriver par rapport au job que tu fais aujourd'hui. Donc, explique-moi un peu comment, en rentrant en France, tu es retournée dans la télévision, et la télévision en lien avec le sujet qui t'intéresse. Alors, quand on rentre en France, je ne travaille pas tout de suite parce qu'on a un 4e enfant qui s'appelle Georges et dont je sens bien que c'est le dernier. Et du coup, je décide de vraiment essayer de profiter de Georges. Et Emmanuel Champ, mon ancien patron, m'appelle plusieurs fois avec des idées de job pour moi à la télé. J'ai pas envie d'y retourner. J'ai l'impression que c'est un chapitre que j'ai déjà fait bien comme il faut et que je ne vais pas retourner là-dedans. J'ai très envie d'ouvrir une école, ou en tout cas, dans un premier temps, de rejoindre un projet d'école pour enfants neuroatypiques. Et je rencontre les acteurs en France, et je rencontre des tas d'acteurs du milieu, à Paris, en province. Je visite tout ce que je peux visiter. Vraiment, j'essaye de trouver des contacts ou de trouver une façon d'y arriver, quoi. J'ai envie d'ouvrir un lieu. Et on me dit beaucoup, parce que c'est la France, attends, mais t'as jamais fait ça, en fait, t'as pas de diplôme dans l'éducation, t'as pas été directrice d'école,
vraiment me décourage énormément. Et même les parents qui ont ouvert des écoles me disent « mais c'est hyper dur d'avoir des subventions d'une année sur l'autre ». Franchement, j'en veux pas du tout à ces gens, ils étaient juste très objectifs, c'est un job très difficile. Et on me dit aussi beaucoup « mais t'as pas d'enfant autiste ?» Je dis « bah non, j'ai pas d'enfant autiste, mais… » Donc bah, pourquoi tu vas faire ça? Enfin vraiment, on me le vend un peu comme un truc hyper difficile et ingrat et que je vais pas y arriver. En gros, on me dit « tu vas pas y arriver ». Et au moment où je suis un peu découragée, j'ai fait un stage, je me rends compte que oui, ça va être difficile et je suis pas en train de baisser les bras, mais pas loin de baisser les bras. Et là, Emmanuel Chin me dit, j'ai un job et celui-là, franchement, c'est pas possible que tu le refuses. Et donc je rencontre le garçon Clément qui va produire cette émission et qui me pitch, c'est une idée d'Éric Toledano et Olivier Nakache, qui est de produire une émission par rapport au magazine papier Le Papotin, qui est une rédaction d'une cinquantaine de journalistes neuroatypiques. Ça existe depuis plus de 30 ans, ils font un travail remarquable et ils ont eu l'idée de capter ça pour en faire une émission de télé. Et là, je me dis, mais c'est complètement fou, parce qu'il ne pourrait pas y avoir de meilleur job pour moi. C'est mes compétences, je sais produire une émission de télé, j'ai fait ça longtemps, je l'ai fait à Paris, je l'ai fait à New York, donc j'ai l'impression que je n'ai pas perdu ce savoir-faire. Et j'aime beaucoup le montage, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Encore. Mais là, j'étais un peu lassée peut-être de cette idée-là, mais là, avec une rédaction neuroatypique, c'est le job de mes rêves. Ça fait 3 ans que je fais le job de mes rêves. Alors, est-ce que tu peux expliquer quelle est cette émission en question? Ouais. Et en quoi elle consiste peut-être pour des personnes qui ne la connaissent pas? Alors, l'émission s'appelle « Les rencontres du Papotin ». Et il s'agit d'interviewer une personnalité. Ça peut être un chanteur, un acteur, le président de la République. L'interviewer par la rédaction du journal Le Papotin. Et donc la personne se retrouve, ça se passe à l'Institut du monde arabe, et c'est un prime time sur France 2 une fois par mois. La personnalité se retrouve au milieu de cette assemblée de journalistes. Pendant 3 heures, ils vont lui être posées toutes sortes de questions. Sa carrière, son enfance, est-ce qu'il mange des chouquettes sur la plage l'été avec sa grand-mère? Toutes sortes de questions, déstabilisantes, parfois extrêmement poétiques la plupart du temps, très cash souvent. Qui vont faire… je veux dire, l'invité passe dans une machine à laver émotionnelle et de questions et ça part un peu dans tous les sens, etc. Et de ces 3 heures, on fait 30 minutes qui montrent, je trouve, l'invité de façon extrêmement véridique. C'est-à-dire que l'invité, au bout d'un moment, même s'il est venu avec une posture, c'est difficile de la tenir. Les questions sont cash, sont déroutantes, donc l'invité ne peut pas garder complètement son quant à soi ou dérouler son petit speech qu'il a l'habitude de faire. Je pense qu'on les perd un peu, on les oblige un peu à sortir de leur rôle habituel. Et du coup, j'ai l'impression que l'émission montre les gens vraiment tels qu'ils sont, souvent très émus, souvent très émouvants, très touchants. Ça montre, je trouve, c'est très prétentieux de dire ça, mais ça montre l'humanité des invités mieux que plein d'autres émissions. Et souvent, l'invité dit à la fin, on m'a jamais interviewé comme ça, et je me dis, mais ouais. Donc peut-être c'est très prétentieux de dire ça, mais je trouve que ça montre l'humanité de l'invité mieux que la plupart des autres émissions. Et nos journalistes, ils sont originaux, ils sont pugnaces, ils posent leurs questions, ils y vont. Et c'est des très très bons journalistes. Et puis surtout, ils ont cette poésie, ils arrivent avec cette poésie, cette différence que moi je trouve sublime. Et est-ce que tu te souviens de ton premier jour au contact de cette rédaction atypique? Comment ça s'est passé de travailler avec ces personnes? Est-ce que directement ça t'a plu et tu t'es dit « je suis à ma place » ? Le premier jour où j'ai été à une conférence de rédac du mercredi matin du Papotin, je pense que j'étais un peu impressionnée. Je voulais tellement que ça se passe bien. Donc j'avais été briefée sur le projet et c'était pas encore totalement vendu. On était en train de faire un pilote, mais j'avais tellement envie que ça se passe bien que j'avais la pression et donc j'étais vraiment dans mes petits souliers. J'arrivais là et puis alors en 3 secondes j'étais accueillie par, je me souviens, Mathias, Emmanuel, Arnaud, qui ont été tout de suite tellement gentils, tellement accueillants. Que oui, le petit moment on va dire waouh, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce que je fais ici, ou est-ce que ça va bien se passer, ça a duré 20 secondes. Et quand tu disais tout à l'heure qu'aujourd'hui tu fais le métier de tes rêves, pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans ce nouveau job? Alors, tout me plaît dans ce job. Donc, il y a rien qui me plaît pas.
Je trouve que la rédaction, j'ai jamais eu des journalistes aussi intéressants. Les invités qu'on reçoit sont en général des gens qui m'intéressent aussi, donc je suis très contente d'enquêter sur eux, de trouver des angles, des axes, de proposer des informations aux jeunes. Ça, c'est aussi un job que j'aime beaucoup faire. Les tournages, c'est fun. Il y a des chansons qui sont reprises. Enfin, je veux dire, c'est très joyeux, c'est très... on passe vraiment un très très bon moment quand on tourne à l'Institut du monde arabe. Et puis j'aime aussi beaucoup l'exercice du montage. Il se trouve qu'on a un réalisateur qui est incroyable, qui s'appelle Henri Poulain, qui fait du super bon boulot. Mais je travaille sur l'ours et j'aime vraiment beaucoup ça aussi, faire des choix, trouver les moments qui sont vraiment les plus forts. J'aime tout dans ce job. Et enfin, et ce sera ma dernière question. Au cours de ta vie, j'ai l'impression, et c'est un petit peu aussi ce que tu as laissé paraître dans ton livre, mais que tu n'as jamais vraiment été à ta place. Par exemple, HEC, c'était pas ton école, New York, c'était pas ta ville, le business, c'était pas ton truc. Et est-ce que là, aujourd'hui, dans ta vie actuelle et aux rencontres du Papotin, tu as l'impression d'être pleinement à ta place et de l'avoir enfin trouvé à 47 ans, comme tu dis? Alors oui, je vais faire une phrase. Ça m'a pris un bail, j'ai vraiment essayé plein de choses, je me suis plantée plusieurs fois, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui je suis complètement à ma place. Il y a deux chemins dans mon chemin maintenant. Il y a les rencontres du Papotin, travailler avec des gens neuroatypiques, et ça je pense que l'émission continue ou non, là on fait une 3e saison, mais que l'émission continue ou non, je pense qu'il y aura toujours maintenant un investissement d'une manière ou d'une autre avec des personnes neuroatypiques. Et puis maintenant, il y a l'écriture aussi. Donc j'ai sorti mon premier roman cette année. J'ai écrit un peu toute ma vie, mais en me prenant pas du tout au sérieux et en pensant qu'il y avait des gens qui faisaient ça très très bien, qu'il fallait laisser faire des professionnels. Là, j'ai des livres partout autour de moi et voilà, je pensais que c'était pas une option pour moi ou que j'avais pas quelque chose à apporter de suffisamment important pour faire de la littérature. Et puis finalement, c'est pas en mai, c'est sorti en mai, mais ce livre Recherche Midi, je pense que ça fait déjà au moins 2 ans que je travaille avec eux sur la version finale du livre. Et je pense que ça, c'est aussi, c'est de la même manière que les rencontres du Papotin m'épanouissent professionnellement énormément. Le fait d'avoir écrit un livre qui soit sorti, que maintenant il soit lu, je pense que c'est autant mon chemin maintenant que la télévision. Et je pense que c'est un super équilibre en fait, de faire... de travailler dans un job à mi-temps pour le Papotin et le reste du temps de pouvoir écrire. Je pense que c'est vraiment un équilibre absolument parfait pour moi.